Nous allons passer à Flavio Baraguerra du Bureau fédéral de l'environnement. Il est responsable de la section base hydrogéologique et il nous parlera des bases hydrogéologiques pour une protection efficace des eaux souterraines. Flavio? Bien, merci de cette invitation. Merci de m'avoir également donné la possibilité de m'exprimer en italien. Ça n'arrive pas souvent, mais je vous demande pardon si de temps en temps, dans la présentation, je prononcerai des mots en français ou en allemand. Bien, alors les bases hydrologiques pour une protection efficace des eaux souterraines. Voilà le contenu de la présentation. Je commencerai par une brève introduction parce qu'on ne sait pas très bien quelle est la différence entre la section dont s'occupe Michael et la mienne. Ensuite, je vous dirai à quoi servent les données hydrogéologiques et je vous fournirai deux exemples. Primo, la délimitation naturellement des aires d'alimentation ZU et ensuite, deuxième exemple, période de rétablissement des niveaux extrêmes des eaux souterraines. Je vous expliquerai également quels sont nos projets d'avenir et des conclusions. Bien, alors si vous allez consulter l'organigramme sur le site, vous voyez deux divisions qui précisent qu'il y a quelque chose qui intéresse l'eau. Il y a la section eau, alors la section eau souterraine pour Michael et la section hydrologie avec des bases hydrogéologiques. Alors, quelle est la différence entre les deux? Mais vous n'êtes pas les seuls à ne pas comprendre quelle est la différence entre les deux. Alors, je voudrais vous dire pourquoi nos services environnement, il y a cette séparation qui a été faite. Eh bien, pour vous expliquer les choses de manière simple, alors, la section de Michael, et je l'invite à s'insurger si je dis quelque chose qui n'est pas correct. Ce service s'occupe de la modification des lois, des ordonnances, de la publication des aides à la mise en place, des prises de position au niveau environnemental et surveillance de l'exécution. Ce sont les tâches dites ministérielles. La section, par contre, s'occupe du suivi sur la quantité et la qualité des eaux souterraines. Vous avez sans doute entendu parler de NAQUA, ce programme national d'observation des eaux souterraines. Nous occupons d'évaluer, d'analyser et de publier des données hydrogéologiques. Nous formulons des recommandations concernant les méthodes et nous sommes un centre de compétences pour la Confédération en matière hydrogéologique. Donc, nous sommes l'interface entre l'univers scientifique et l'univers politique. Et donc, nous avons les tâches qui reviennent à une agence. Bon, alors, dans d'autres pays, ces deux tâches sont séparées. Par exemple, en France, il y a le ministère de l'Environnement et puis il y a l'agence, deux choses complètement séparées. En Suisse, c'est pas le cas. On est sous le même toit. Et c'est un avantage parce que, à mon sens, on parvient à échanger des données avant que les lois ne soient promulguées. Et de la sorte, les lois, lorsque on envisage la loi, on envisage déjà sa mise en œuvre et son exécution. Alors, à quoi servent les bases hydrogéologiques? Plus on dispose d'informations et mieux on parvient à décider. Donc, notre tâche est de fournir des renseignements, des informations pour la prise de décision. Et de plus, dans un État fédéral, il revient à la Confédération de formuler des recommandations et d'unifier les dossiers, les pratiques pour faciliter le travail d'une part, pour monter en efficacité dans le secteur privé, parce que le secteur privé sait de la sorte quelles sont les méthodes à utiliser pour respecter les bases juridiques. Et puis, il y a les cantons également qui doivent vérifier ces bases juridiques et qui savent que si un cabinet d'ingénierie a utilisé la méthode XY, ça veut dire que cette méthode est plus ou moins correcte. Toutefois, nous sommes chaque fois, contraints à être un peu sur la corde raide, à trouver un équilibre délicat. Parce que si nos bases hydrogéologiques sont un petit peu trop complexes, on risque de tomber d'un côté, dans la mesure où elles resteront lettre morte. Si on simplifie davantage, on tombe de l'autre côté et donc on ne parvient pas à atteindre notre objectif, l'objectif que nous étions imposés.
Alors, venons-en maintenant au premier exemple, la délimitation des aires d'alimentation ZU. Alors, Michael en a déjà parlé ce matin, il s'agira d'une répétition de ma part. J'ai été un petit peu plus feignant et je n'ai reproduit que l'extrait de la loi de l'ordonnance sur la protection des eaux. Donc, cette aire d'alimentation, en fait, c'est l'aire d'alimentation ZU qui couvre la zone où se reforment environ 90% des eaux de sous-sol parvenant à captage. Donc, alors, bon, ben, en fait, vous avez le bassin également et de captage et une partie du bassin hydrographique et l'aire d'alimentation ZU. À quoi est-ce que tout cela sert? Eh bien, cela sert à gérer le fait que les polluants persistants n'arrivent pas au point de captage. Là, on parle de bactériologie et en cas d'accident, là, vous avez une zone plus vaste pour limiter les apports de polluants persistants. Comme l'a dit Michael ce matin, c'est fait également pour protéger la biocénèse souterraine. Mais étant donné qu'il s'agit d'une partie de l'aire du bassin hydrographique, eh bien, dans cette zone où on doit prendre des mesures, eh bien, c'est là qu'elles sont les plus efficaces pour protéger le captage. Par exemple, au terme de l'article 62 de la loi sur la protection des eaux. Donc, alors, d'où viennent 90% de l'eau? Eh bien, ça, c'est pas aussi facile à faire parce que si on regarde ce qu'on fait dans les autres pays, on voit qu'il y a des zones, des aires de protection qui ont la même visée. Alors, en Angleterre et au Canada, par exemple, ils ne définissent pas le pourcentage, mais le temps de permanence de l'eau pour arriver à la captation, au captage. Au Canada, 550 jours, au Royaume-Uni, 400 jours. Et du point de vue de la modélisation, tout ça est beaucoup plus facile. Mais il y a des pays, c'est des pays où les étendues sont plus vastes. Et si on utilisait ces critères chez nous, eh bien, ces zones seraient énormes. Alors ici, en Suisse, on a essayé d'identifier des zones où on peut effectivement optimiser et entreprendre des actions. Alors, fort heureusement, le législateur, lorsqu'il a formulé et a rédigé la définition des aires ZU, a dit que si la charge pour la détermination de l'aire est disproportionnée, le secteur ou l'aire d'alimentation ZU comprend tout le bassin versant. Donc, on a une marge de manœuvre pour définir le bassin versant. Ce qui nous amène à développer une approche par couche, par niveau, que l'on a développée avec la plateforme pour la protection des eaux souterraines. Il s'agit d'une approche qui s'inspire des modèles de risque qu'on a vus ce matin. On utilise des modèles simples au départ, si on dispose de peu de données, et des modèles de plus en plus complexes au fur et à mesure que l'on trouve des données. Alors, de quoi s'agit-il? Vous avez un premier niveau et là, vous voyez d'où pourrait venir l'eau. Donc là, on définit un bassin versant potentiel si on a peu de données. Et ce bassin versant potentiel est l'union de toutes les hypothèses possibles concernant l'origine de l'eau. Donc, c'est quelque chose de plutôt étendu. Mais si on dispose de davantage de données, si on collecte davantage de données, on peut, comment dire, avec davantage de certitude, dire quelle est l'origine de cette eau. Et si on collecte davantage de données encore concernant leur distribution et pour ce qui est également des remise à niveau au niveau spatial, on peut établir exactement d'où vient l'eau. Et là, il y a 2 points à souligner. Alors, le premier est le suivant. Eh bien, la zone du niveau supérieur doit toujours être incluse dans le niveau inférieur. Donc, on ne peut faire en sorte qu'avec davantage de données, on trouve quelque chose qui est en dehors du niveau supérieur. Ça, c'est extrêmement important. Et deuxième chose importante, eh bien, c'est que chacune de ces délimitations peut être considérée du point de vue juridique comme étant une RZU. Alors ça, c'est le concept. Mais comment fonctionne la méthode? Alors, en quelques mots,
Chaque captage, eh bien, dans chaque captage, l'eau peut venir de 3 sources différentes. Donc les précipitations, un apport fluvial, l'eau de surface ou bien également d'un bassin, un afflux latéral. Si on estime le pourcentage ou la proportion de ces différents apports, de ces 3 sources, eh bien, on peut dessiner un triangle avec une zone d'incertitude, par exemple fluviale entre 10 et 50, etc., 10, 30, etc. Et plus la superficie est vaste et plus la ZU sera vaste, plus l'incertitude sera grande et plus on sait où on doit chercher des données et davantage d'informations pour essayer de réduire cette superficie. Et l'idée est la suivante. Si on passe à un niveau supérieur, ça signifie qu'avec plus d'informations, on monte à un niveau supérieur et donc on réduit l'incertitude concernant les 3 sources. On arrive à établir une ZU plus limitée. Plus on a d'informations, bien sûr, pour ce faire, eh bien, plus de coûts on doit engager. Mais grâce à ce processus, on réduit l'air et on réduit également l'incertitude. Mais la question est donc à la suivante. À quel niveau s'interrompre? Il y a 3 niveaux. Bon, ben, c'est flexible, hein, mais alors là, ce sont les autorités cantonales qui se doivent de choisir lorsqu'il faut justement s'arrêter. Et comment choisir? Eh bien, en fait, ils doivent savoir comment dépenser leur argent au niveau cantonal et faire prioriser les choses. Une autorité cantonale pourrait par exemple dire nous avons un captage au milieu d'un bois, donc une zone où il n'y a pas de conflit, donc je ne dois pas dépenser énormément et donc je peux peut-être m'en tenir au niveau 1. Par exemple, si on a un captage en zone urbaine ou zone agricole, là, il faut être davantage sûr concernant l'origine de l'eau. Il y a des problèmes de canalisation, comme on l'a dit ce matin. Donc, on a peut-être intérêt à ajouter des informations supplémentaires pour délimiter davantage le périmètre. Et si on est en zone agricole et donc où il y a des contraintes quant à l'utilisation d'un certain nombre de produits phytosanitaires, ou alors s'il y a des captages avec contamination à base de nitrate, il vaut la peine d'investir davantage encore et de collecter davantage d'informations encore, et ce pour obtenir une RZU la plus petite possible. Donc, plus on va dans cette direction et plus augmente les fonds nécessaires. Et donc ça, c'est un choix qui revient au canton quant à ces investissements. Alors, quelques mots maintenant sur cette méthode. Cette méthode fait partie d'un rapport. Nous savons qu'il s'agit d'un rapport qui suscite énormément d'attentes, un rapport qui sera publié en début d'année prochaine. Alors, il est important de dire que ce rapport a fait l'objet d'une révision de la part d'un groupe d'experts, autorités cantonales, privées, particuliers, recherche, etc. Et disons que ça a été bien accueilli parce qu'il y a une certaine flexibilité dans ce rapport. Cependant, maintenant, cette méthodologie doit être appliquée à des cas pratiques et il faut, comment dire, la mettre en œuvre sur le terrain. Et lorsque on fera cela, il va falloir que l'on approfondisse un certain nombre d'aspects. Et il va falloir, par exemple, uniformiser un certain nombre de pratiques pour réduire, encore une fois, les incertitudes. Bien, alors, voilà pour ce qui est des aires d'alimentation. Deuxième exemple, c'est quelque chose d'un petit peu plus technique, mais c'est en fait le rétablissement des niveaux des eaux souterraines. À quoi cela sert ces niveaux extrêmes? Alors, ça sert avant tout à éviter des dommages majeurs. Donc, des niveaux en fait élevés, ça peut inonder les caves, etc. Donc, il faut tenir compte de cela lorsqu'on conçoit l'infrastructure. Et de l'autre, ça nous permet également de protéger les ressources en eau souterraine. Et sur la base des normes en la matière, eh bien, on ne peut extraire des graviers à plus de 2 mètres au-dessous du niveau maximum atteint au cours des 10 dernières années par les eaux souterraines. Mais en fait, il n'existe pas de procédure standard pour établir ces valeurs extrêmes.
Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, comment on fait ces estimations? On commence par des analyses statistiques sur la fréquence. On prend un certain nombre de données et on calibre une distribution de probabilité sur ces séries temporelles. C'est pas facile, hein, parce qu'il y a différentes fonctions de distribution qui existent pour établir cette analyse statistique. Et il existe également différentes méthodes pour calibrer et estimer les différents paramètres. Et en fonction de la méthode utilisée, on obtient des résultats différents. Qui plus est, comme si le contexte n'était pas suffisamment complexe, eh bien, nous avons vu tout à l'heure les séries temporelles qui sont plutôt longues, mais bien souvent, on ne dispose pas de toutes ces données. Alors, comment faire pour choisir la période de rétablissement de 10 ans si on dispose que de données à 3 ou 5 ans? Et de plus, il y a des influences également anthropiques, donc tout ce qui influence et impacte les données. Par exemple, si on ouvre un chantier à proximité d'un certain point, on a des pompages d'eau, les séries temporelles en fait, sont chamboulées, donc les calculs sont plus difficiles. Voilà, il est plus difficile de calculer les probabilités. Alors, qu'avons-nous fait? Comment est-ce qu'on s'y est pris? Et ça, c'est pour vous illustrer le fonctionnement de nos approches. Alors, très sincèrement, alors, pour commencer, il y a un contact personnel. C'est la raison pour laquelle l'apéritif tout à l'heure sera très important. Par exemple, en fait, j'en ai parlé avec Paolo une fois. En fait, on s'était rencontrés durant une conférence et on s'était dit, ah, mais il y a peut-être ce petit problème à résoudre, etc. Bon, ben alors, on essaie de voir s'il y a des exigences auxquelles il faut répondre. Ensuite, eh bien, en fait, on essaie de voir s'il s'agit d'un besoin ponctuel ou généralisé. Donc, on a fait un sondage au niveau cantonal, etc., pour voir si ces méthodologies doivent être uniformisées. Le résultat est oui. Donc, on a formé un groupe consultatif qui représente des cantons, secteur privé, et ainsi de suite. Et puis, on a monté un projet. Et nous sommes responsables du projet. Et nous avons également utiliser les compétences du bureau de l'Office de statistique. En fait, il s'agit du centre de compétences de la Confédération pour les statistiques concernant naturellement les méthodes de la production des scripts. Et nous avons fait recours également à un cabinet d'ingénieurs pour voir si ces méthodes pouvaient être appliquées concrètement sur le terrain pour tester les méthodes en question. Alors, le résultat. Naturellement, il y a un rapport qui a été rédigé avec l'inscription des méthodes. Ce rapport sera publié prochainement. Et il y a un certain nombre de recommandations concernant justement l'estimation de niveau maximum, non seulement à 10 ans, mais à 1, 2, 3 ans, etc. Et nous avons également mis en place une palette de méthodes pour voir comment on peut remplir les lacunes dans les données lorsque les données manquent. Et qui plus est, on a également mis au point des scripts qui seront disponibles pour les autorités cantonales et mis à disposition également des cabinets d'ingénieurs qui souhaiteraient les utiliser. Voilà, c'était le deuxième exemple. Maintenant, je vais vous parler des projets d'avenir. Ils sont assez importants. Et puis, bien sûr, on est toujours à la recherche de personnes avec lesquelles collaborer. Alors, au mois de mai, on a lancé la plateforme nationale sur la sécheresse où on illustre les niveaux des nappes phréatiques, le débit des sources avec les niveaux de sécheresse correspondants. Donc, il s'agit de faire du suivi, du monitorage. Mais que faire maintenant? Et nous devons inclure également des prévisions, aussi bien pour le niveau de débit des sources que pour les nappes phréatiques. Alors là, on développe différentes méthodes prévisionnelles parce que chaque station ou chaque type de station a besoin peut-être d'une méthode différente. Nous avons commencé par analyser différentes méthodes et au fur et à mesure, on va essayer maintenant de les développer et de les mettre en place dans cette plateforme pour faire nos prévisions. Le deuxième sujet, ce deuxième sujet est extrêmement important et il a trait à l'analyse et la modélisation des temps de séjour des eaux souterraines. Pourquoi est-ce que tout cela est important? Eh bien,
grâce à ces séjours, à ces temps de séjour, eh bien, on l'a vu ce matin déjà, il y a des captages qui, en fait, ont des contaminations avec chlorothalonil. Et combien de temps faudra-t-il attendre encore? Eh bien, ces temps de séjour, bon, ben, il faut les analyser. Les analyses sont plutôt coûteuses. C'est la raison pour laquelle il faut essayer de mettre au point différentes méthodes, de les conjuguer pour arriver à une modélisation et obtenir des sets de données nationales pour le temps de séjour. C'est un projet intéressant hein, qu'on a fait également sur les données. Alors ici, vous avez les données concernant l'hydrologie dans un projet géothermique. Vous voyez qu'il y a énormément de données. Hein. Et l'idée ici est d'essayer de mettre un petit peu les choses en ordre, donc analyser les pratiques d'échange, d'utilisation des données. Nous souhaitons standardiser les données dans les différents projets pour pouvoir les échanger davantage d'un projet à l'autre de manière transverse. Et Michael l'a déjà dit ce matin, il y a également l'utilisation de la géothermie dans les eaux souterraines. Là, vous avez une image de modélisation d'un aquifère. Et en décembre, en fait, nous avons ouvert une consultation pour un changement de l'ordonnance sur la protection des eaux qui permettra également d'utiliser davantage le potentiel de la géothermie. Et en particulier, les cantons pourront donner des autorisations dans le cas d'installations importantes. Mais il faudra disposer de méthodes pour garantir le suivi sur la température au niveau de l'aquifère. Et nous allons également essayer de formuler un certain nombre de recommandations qui vont dans ce sens-là. Et c'est pareil également pour l'utilisation géothermique, l'aspect 3D des zones déserts de protection. Alors, maintenant, il va falloir justement que l'on sorte du 2D pour passer au 3D. Et là aussi, il va falloir qu'on dispose de données en 3D. Et puis, dernière chose tout à fait intéressante. Eh bien, on est en train d'envisager également le monitoring sur la biodiversité des eaux souterraines, par exemple avec le IADN. Les eaux souterraines sont vives. Il y a beaucoup de biodiversité dans ces eaux souterraines. Et si on souhaite la conserver, eh bien, il faut savoir avant tout où elle se situe, cette biodiversité, de quoi s'agit-il, comment elle est formée, et puis établir également un niveau de suivi qui nous permettra de voir comment la biodiversité évolue et évoluera à l'avenir. Bon, alors pour conclure, 3 points. Le Bureau fédéral de l'environnement recouvre les tâches ministérielles et d'agences concernant les eaux souterraines. Ensuite, des bases hydrogéologiques solides contribuent à une protection efficace des eaux souterraines. Et enfin, le développement des bases hydrogéologiques a un coût. Mais une bonne gestion des eaux souterraines n'a aucun prix. Donc, il faut faire preuve de clairvoyance. C'est bien sûr coûteux de développer de bonnes bases hydrogéologiques, mais au niveau de l'application, eh bien, on sera beaucoup plus efficace et performant. Et donc, cela compensera les coûts auxquels il faut faire face aujourd'hui pour développer ces bases hydrogéologiques. Grazie mille Flavio. Merci beaucoup. Non apprezzo, potrebbe diventare uno slogan, a un costo. Bien, alors c'est vrai, ça a un coût, mais la protection des eaux souterraines n'a pas de prix. Alors, y a-t-il des questions? No? Si? Oui, Sébastien. Merci, merci concernant cette présentation. J'ai une question sur le triangle qui définit les différentes alimentations. Alors, est-ce que vous pourriez creuser un petit peu davantage la définition concernant l'afflux latéral? Cet afflux latéral que nous voyons là, s'agit-il d'un autre aquifère qui alimente le captage ou l'on tient compte également de ce qui est en amont? Alors, c'est un autre aquifère en théorie
qui entrent dans le captage. Mais là, il y a un point qui doit être tiré au clair. Que se passe-t-il si l'afflux venant de cet autre aquifère représente de plus de 10%? Une partie de cet aquifère doit être considérée également en tant qu'aire d'alimentation dans ce cas-là. Oui, mais j'aurais une autre remarque encore concernant les méthodes pour établir ces aires d'alimentation, mais les aires de protection également. Comme cela ressort de certains documents, les informations nécessaires et les coûts doivent être pris en compte et cela peut parfois entraîner des choix à faire au niveau professionnel. Parfois, on adopte la solution la plus simple et donc couvrir tout le bassin d'alimentation ou alors retenir une méthode DISCO dans les milieux fissurés, par exemple, où il faut des ressources plus importantes parce que pour passer du cas le plus simple ou le cas le plus vulnérable, on choisit l'une des deux en fonction justement des coûts que cela entraîne. Oui, alors les coûts, bien sûr, c'est le point fondamental de la raison. Mais alors, quels sont les investissements que l'on fait contre les dangers naturels et qu'est-ce qu'on investit ou combien on investit pour délimiter ces aides? Est-ce que nous sommes au même niveau? On ne pourrait pas anticiper aujourd'hui des coûts d'avenir, comment dire, des traitements, etc. Investir davantage aujourd'hui pour prévenir des coûts plus importants à l'avenir. Donc, prévenir, eh bien, ça n'a pas de prix, encore une fois. Eh bien, Bruno Storni. Grazie. Io non sono del mestiere. Alors, je ne suis pas un initié et j'ai deux questions. Alors, j'ai vu que vous avez fait des modèles de prévision des débits, mais lorsque vous parlez de sources, c'est toujours au départ de la nappe phréatique ou bien c'est toujours des sources et pas des sources en haute montagne? Donc, alors, nous avons des stations dans le Tessin, des stations de suivi, de monitoring. Alors, nous sommes responsables de l'observation au niveau national dans notre office. Et c'est la raison pour laquelle l'observation des eaux souterraines, ça fait sensation au niveau national. Et puis, en fait, peu importe que la source soit dans le Tessin ou dans le Jura, elle se comporte d'une certaine manière. Il y a des modèles qui s'adaptent mieux aux sources karstiques. Il y en a d'autres qui conviennent davantage pour la roche fracturée ou d'autres encore pour les modèles de nappe. Donc, on essaye, en fait, en fonction du captage et de l'origine du captage, d'utiliser des modèles différents. Alors, j'ai encore une autre question. Concernant les puits qui sont pollués par des eaux usées. Qu'est-ce qui est dans ce cas à Marnouz en fait, oui, mais on va peut-être en parler durant la pause de ce cas d'espèce ou en fait des exemples, de cet exemple bien précis. On pourra peut-être récupérer un certain nombre d'informations, mais si tu le permets, oui, c'est certes un événement important parce qu'il y a eu le limon, il y a eu le barrage, tout ça, a impacté le captage, etc. Mais apparemment, une enquête a également été ouverte, est en cours. Enfin, on en reparle durant la pause de Minosium. C'est très beau que cette interaction, c'est une belle chose. Naturellement, nous sommes tous favorables à ces échanges, en tenant compte naturellement du temps qu'il nous faut respecter. Merci Flavio. Grazie mille.